Jean Ferrette, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre ouvrage? Alors je suis docteur en sociologie et cet ouvrage, c'est une version réduite et simplifiée de ma thèse. Alors, en quoi consiste ce travail? Alors il s'agit d'un travail de longue haleine puisque c'est un travail de collecte de témoignages, de collecte statistique et d'archives qui s'est déroulé sur 7 ans de façon à reconstituer une histoire, une généalogie collective. Pourquoi ce choix particulier? Alors cette généalogie collective, c'est aussi la mienne, hein. Si ma famille est arrivée en Normandie, c'est parce qu'il s'agissait d'ouvriers sidérurgistes lorrains et que lorsque l'usine s'est construite, elle a dû faire appel à une main-d'œuvre qualifiée et cette main-d'œuvre, on l'a trouvée en Lorraine. Voilà, mes grands-parents et grands-oncles sont arrivés à cette occasion. Alors pourquoi cette usine particulièrement et que produisait-elle? Alors, cette usine, pourquoi était-elle là? D'abord, il s'agissait de capitaux allemands et qui sont installés en Normandie pour deux raisons, parce qu'il y avait la mer et qu'il y avait des mines de fer. Donc cette usine est non loin du port et elle est le terme de ce qu'on appelait le train ouvrier qui acheminait le minerai de fer depuis les mines situées du côté de Potigny, non loin de Falaise, vers la ville de Mondeville. Alors, donc c'était un endroit stratégique commercialement, puisque ça permettait l'exportation immédiate, et cette usine produisait du fil d'acier long. Alors, cette communauté ouvrière, qu'est-ce que c'était? Alors, c'est une communauté qui a été constituée très progressivement de briques et de brocs, si j'ose dire, parce que les Normands ne voulaient pas travailler à l'usine. Les Normands n'étaient pas ouvriers, ils ne travaillaient que lorsque les travaux agricoles leur en laissaient l'occasion, et s'absentaient pour les travaux agricoles, mais aussi pour la chasse. Et puis c'était aussi une région qui s'y est dépeuplée. En plus de l'exode rural, le taux de fécondité s'effondrait. Donc il a fallu trouver des ouvriers, et on les a pris parfois en Bretagne, parfois en Lorraine, comme je vous l'ai expliqué, mais on est allé chercher beaucoup plus loin, en Ukraine, en Russie. Après la révolution russe, on raconte que les soldats, notamment les officiers de l'armée blanche, sont venus travailler dans l'usine, en Italie, mais aussi jusqu'en Chine. Il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, puisqu'on manquait de main-d'œuvre, puisque la main-d'œuvre nationale était sur le front, et que la communication avec l'Allemagne était rompue. De ce fait, l'usine est devenue française au moment de la guerre de 14, et 700 jeunes Chinois sont venus pour faire tourner l'usine à ce moment-là. Alors, c'est un travail qui a été assez long, puisque la communauté ne se stabilise pas avant 1924-1925. Nous avons des taux de rotation de la main-d'œuvre qui excèdent 100% sur une année. Les gens ne restent pas, ils se font embaucher plusieurs fois successivement, s'en vont, et c'est ce qui explique la construction de la cité ouvrière. La cité ouvrière, avec les services associés, était là pour fidéliser, pour maintenir la main-d'œuvre sur place. Alors cette cité ouvrière du plateau, comment vivait-elle? Alors, elle vivait de manière extraordinairement intégrée. Il faut savoir qu'elle avait sa maternité, elle avait ses écoles, école primaire, école professionnelle, elle avait ses médecins. Il faut savoir que le premier cabinet de radiologie de la région était celui de l'usine, était au service du personnel de l'usine, et c'était une communauté totalement autocentrée, c'est-à-dire que la cité ouvrière était positionnée sur 3 communes, sur un plateau qui est intermédiaire de 3 communes, et les gens n'avaient aucun rapport avec leur commune puisqu'ils n'allaient jamais dans les mairies pour tout ce qui était service administratif, ils allaient dans les grands bureaux de l'ASMN, la Cité météorologique de Normandie, qui servait d'intermédiaire. Donc c'est une communauté qui faisait ses courses sur place, qui était logée sur place, qui avait l'artisanat sur place, c'est-à-dire que quand un carreau était cassé, on faisait appel à un ouvrier de l'usine qui allait réparer les carreaux. Donc c'était une communauté qui avait ses propres coopératives d'achat, qui pouvait très bien vivre entre soi. Et c'est ce qui se passait, puisque très souvent on était le compagnon de travail de son beau-frère, les voisins étaient également cousins, donc c'était vraiment une communauté très intégrée. Quelles ont été les conséquences de la fermeture? Alors, les conséquences de cette fermeture, ça a tout d'abord été de briser des généalogies, des gens qui étaient stabilisés, qui étaient surtout dans l'idée qu'on avait un emploi à vie.
C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était qu'un ouvrier de la SMN? C'était généralement un enfant d'ouvrier de la SMN. Et le père, lorsqu'il faisait embaucher son fils, donc le fils étant passé dans l'école professionnelle de l'usine, s'imaginait que tout comme lui ferait sa carrière, il irait jusqu'à 60 ans dans l'usine et qu'il pourrait prendre sa retraite ensuite. Or, c'est ce destin-là que la fermeture a brisé. Il faut se rendre compte que, comme je viens de l'indiquer, on se marie entre soi, on vit entre soi, et que tout d'un coup quelque chose va se passer, c'est-à-dire qu'on dit aux salariés, votre carrière se termine là, il va falloir songer à être mobile. Et pour les ouvriers, mobile, c'était généralement mobile dans les 10 km. Hein. Or, on leur expliquait que mobile, non, mobile, ça voulait dire parfois aller en Lorraine, dans le meilleur des cas, aller en Haute-Normandie, mais c'était changer de région. Et nous avons eu des drames humains comme ça, des salariés qui n'ont pas pu admettre ce fait et qui sont restés plusieurs années convaincus que l'usine ne pouvait pas fermer, c'est-à-dire dans le déni complet, jusqu'à des dépressions de l'ouvrier qui ne sort plus de chez lui et qui attend qu'on lui trouve une solution. Et quelles furent les conséquences sociales? Alors, il a bien fallu se reclasser. Alors, il y a eu un organisme de reclassement qui existait. Le plus gros reclassement connu, c'était à Moulinex, puisque 70 salariés sur les à peu près 1 millier restants. Il y avait 1 millier de personnes concernées par le reclassement, sachant que tous les autres avaient fait l'objet de plusieurs plans sociaux sur les 5 années qui précédaient, et que 300 ont été mis en pré-retraite. Donc il en restait 1000, sur les 1070 ont été reclassés à Moulinex, et donc on subit un deuxième plan de licenciement, puisque Moulinex a fermé. D'autres ont été reclassés à ce qu'on appelait autrefois la radiotechnique, et donc ont fait l'objet d'un nouveau reclassement, et puis d'autres encore ont été reclassés soit comme brancardiers, soit dans des entreprises de transport routier, certains dans des collectivités locales, alors, ou dans des administrations publiques. Alors ce qu'il faut dire, c'est que j'ai fait un sondage sur à peu près un peu plus d'un tiers d'entre eux, et d'où il ressort que la moyenne de perte de salaire immédiate a été d'un quart. Alors, ça paraît énorme. La raison en est qu'à la SMN, on faisait les postes, on avait des primes de nuit, des primes pour d'équipe, des primes de productivité. Et d'ailleurs, ça a été aussi une raison de l'incompréhension de la fermeture, puisque tout le monde avait la prime de productivité. Disons que les objectifs de productivité étaient atteints, et malgré tout, en 1991, on annonce la fermeture de l'usine, ce qui semblait absolument incohérent. Donc, de fait, il y a eu une forme de ce que l'on appelle, nous, en sociologie, une descension sociale, c'est-à-dire que à la fois une perte du statut, parce que métallurgiste, enfin on disait sidérurgiste, puisque c'était la sidérurgie, le statut de sidérurgiste était tout de même un statut qui servait de garantie. On me racontait que vous alliez dans les banques pour demander un emprunt, vous disiez que vous étiez sidérurgiste à l'SMN, vous obteniez l'emprunt. Après ça, on est sur des contrats beaucoup plus précaires, moins rémunérés, donc on a à la fois une perte de prestige et une perte de salaire.